Ok, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont là. On attend simplement qu'il soit l'heure. Et on va commencer à l'heure. Bon, attendez que j'ajuste un peu la caméra. Juste un peu. Voilà, vous êtes en avance, c'est bien. On va attendre juste qu'il soit 16 h. Donc dans 6 minutes, on va commencer. Alors, j'espère que vous m'entendez. Je voulais juste m'assurer que vous m'entendez. Si c'est le cas, priez me faire signe que vous m'entendez. Ok. On patiente juste quelques minutes pour commencer. Ok, merci. On m'entend donc 5 sur 5. Merci, monsieur, madame Kanta. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. On va commencer tout à l'heure. On va respecter l'heure, c'est-à-dire 16 h. Et donc dans 5 minutes, on va démarrer. À mon niveau, je suis prêt. Voilà, donc je vous conseille de prendre un stylo et puis un bloc-notes. Voilà, pour pouvoir prendre note. Voilà. Un stylo, un bloc-notes. Et puis assurez-vous que personne ne viendra vous déranger. Et on va commencer dans quelques minutes. Juste un peu de patience. On va commencer. Bon, alors. Voilà. Merci. Est-ce que ceux qui sont connectés, qui sont en avance, vous avez très bien fait. Est-ce que vous pouvez me préciser les pays
Il sait qu'il y a beaucoup de Côte d'Ivoire, il sait qu'il y a la Guinée, la RDC. Est-ce que vous pouvez juste en commentaire les pays pour que j'ai une idée un peu? Ça me permettra de prendre quelques exemples en fait. Ah, les Comores, ok. Monsieur Afifa Hassan, les Comores. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont connectés? Le Burkina, salut au Burkina. La RDC, salut Junior Mbobo. Ok, super. RDC, bonsoir. Ah, il y a beaucoup d'amis de la RDC. Les Comores aussi, super. Madagascar, Côte d'Ivoire, bien sûr. Madagascar, Sénégal, Côte d'Ivoire, évidemment. Côte d'Ivoire. Tunisie, eh bien, bonsoir. Madagascar, le Maroc, super. Le Niger, Kanta, Madagascar, Sénégal, le Gabon, très bien. Le Niger, ok, super. Bon, ok, on a une bonne représentation. Alors, je ne sais pas l'heure qu'il est chez vous, mais chez moi il est 15h59, 1 minute. Ah, ok, il y a la France. Tunisie, Côte d'Ivoire. Super, bon, ça me permet de savoir d'abord comment on temps et puis ensuite qu'on a plusieurs pays qui sont connectés. La RDC, ah c'est bien, la RDC est beaucoup représentée. Voilà, alors il est 16h, 16h GMT, on va commencer. Donc si vous voulez être un bon manager, ça doit être une qualité que vous devez développer. Être à l'heure, la ponctualité, commencer à l'heure, terminer à l'heure, ça doit être une qualité. C'est pour cela que je me fais le devoir de respecter les rendez-vous que je vous donne. En tout cas, quand je dis à telle heure, s'il y a changement, je vous préviens. Mais lorsque, in fine, on dit telle heure, on doit commencer à l'heure exactement. Donc, bienvenue à vous qui êtes là. On ne va pas attendre les autres, on va commencer. Et puis, aujourd'hui, je vais aller calmement parce qu'on va commencer à entrer dans vraiment des sujets assez intéressants. Donc, je vous suggère, pour ceux qui sont venus maintenant là, de prendre un calepin et un stylo pour pouvoir prendre note. Mais rassurez-vous, je vais aller calmement, lentement. La dernière fois, quelqu'un m'a signalé que je partais un peu trop vite. Parce que vous savez, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, on a vraiment des spécialistes, on a des débutants, mais on a aussi des gens qui ne sont même pas sur les projets, mais qui veulent apprendre. Et c'est une très bonne chose, parce qu'en réalité, si vous réussissez à comprendre la philosophie, la démarche de la préparation et de l'exécution d'un projet, vous pourrez l'appliquer à tous les aspects de votre vie, que ce soit pour les affaires, que ce soit dans le domaine personnel, bien entendu au niveau professionnel. Donc, vous allez fonctionner projet, vous allez avoir la mentalité projet, vous allez avoir la démarche projet. Et bien entendu, cela va beaucoup vous aider dans l'atteinte de vos objectifs de vie et des objectifs professionnels. Aujourd'hui, donc, on entame vraiment la formation sur la gestion des projets. J'appelle ça une aventure, c'est une aventure que nous entamons. Et comme je l'ai dit, tous les jeudis à 16h, sauf s'il y a une contrainte. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis consultant, j'ai mon entreprise à gérer, mais aujourd'hui j'ai aussi la responsabilité pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire, donc de coordonner 2 projets, dont l'un financé par l'Agence française de développement et puis l'autre financé sur les ressources propres. Donc quelquefois, il peut y avoir que j'ai des contraintes, mais je vais toujours vous prévenir. Mais disons, on prend rendez-vous pour tous les jeudis à 16h pour parler de gestion des projets. Au-delà du jeudi, on va aussi parler des autres jours de projets de façon pratique. Par exemple, tous les lundis, on a convenu maintenant de parler des différents métiers de la gestion des projets. On a déjà parlé brièvement des spécialistes en opération de marché. On a parlé brièvement des spécialistes en suivi et évaluation. Le lundi prochain, j'hésite entre les spécialistes, entre parler des spécialistes en gestion financière ou parler des spécialistes en communication de développement. Voilà, donc en fonction de la demande,
je vais voir ce qu'on va aborder le lundi prochain. Mais déjà, calez dans vos agendas, tous les jeudis, jusqu'à ce qu'on épuise le sujet, on va se rencontrer. Il y aura donc ces lives-là pour partager avec vous ce que je sais, n'est-ce pas, de la gestion des projets, de la préparation de la gestion des projets. Et comme je l'ai précisé dans un premier temps, je vais être peut-être le seul à vous faire ces formations, mais à un moment donné, je vais associer d'autres spécialistes. Voilà, je n'ai pas la science infuse, j'ai mon domaine de spécialité. Moi, je suis coordonnateur de projet, je suis chef de projet lorsque je suis sur le projet. Bien sûr, au-delà du fait que je sois chef d'entreprise, mais en matière de gestion des projets, vous avez des gens qui sont spécialisés dans les différents métiers. Et donc, ces personnes-là, je prendrai les meilleurs qui viendront échanger avec vous. Encore une fois, l'objectif de cette page, c'est de transférer les connaissances. C'est de démocratiser, c'est de démystifier, c'est de vulgariser les connaissances et les bonnes pratiques en matière de gestion des projets, de préparation et gestion de projets. Et donc, cette aventure, on la commence véritablement aujourd'hui et par la grâce de Dieu, elle ne va s'arrêter que lorsqu'on va atteindre nos résultats et lorsqu'on aura le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont une idée précise de la préparation et de la gestion des projets, que cela suscite beaucoup, d'intérêt pour la gestion des projets et que ça crée l'envie auprès de certaines personnes pour se spécialiser dans la gestion des projets. Voilà. Donc aujourd'hui, avant d'entamer le point du jour, aujourd'hui nous allons voir des généralités sur les projets, les programmes et les portefeuilles. Aujourd'hui, avant qu'on achève, vous devez avoir une idée précise. C'est quoi un projet? C'est quoi un programme? C'est quoi un portefeuille? Donc une fois que cela est clair pour vous, bien sûr, on va avancer au fur et à mesure. On ne va pas être très long pour que vous puissiez suivre. On ne va pas aller très rapidement pour que vous puissiez suivre. De toutes les façons, la vidéo va rester en ligne. Vous aurez la latitude après de revenir là-dessus pour mieux comprendre. Donc, je vais très rapidement vous présenter une vue d'ensemble, n'est-ce pas, de ce que nous allons voir ensemble, pas seulement aujourd'hui, mais disons, on va dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'on épuise nos différents, on épuise vraiment le sujet. Aujourd'hui, déjà, on va voir, comme je l'ai dit, les généralités sur les projets. Donc, c'est-à-dire qu'on verra c'est quoi un projet aujourd'hui. On va entrer dans les détails. Un programme, un portefeuille. Après, on verra le cadre logique. Donc, ce sont des termes souvent que vous entendez, mais comme l'objectif de la page est de démystifier, c'est de simplifier les choses, vous allez voir que le nom est gros, ça paraît, mais ce ne sont pas des choses compliquées. Voilà, on va prendre des éléments assez pratiques pour que vous puissiez comprendre. Donc, on verra le cadre logique d'un projet. Je vais vous expliquer comment on passe de la planification stratégique à la planification opérationnelle. Donc, c'est quoi d'abord la planification stratégique? C'est quoi la planification tactique? C'est quoi la planification opérationnelle? Et je vous dirai comment est-ce qu'on passe de la planification stratégique à la planification opérationnelle. Et je vous expliquerai comment est-ce qu'on élabore le plan opérationnel. Donc, ça va être pour, on va dire, la première partie. Tout ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein. Je suis en train de vous donner une vue d'ensemble. Après, nous allons voir aussi tous les circuits, alors tous les cycles de vie, n'est-ce pas, d'un projet. Depuis la conception jusqu'à la clôture. Parce qu'un projet, c'est comme un homme, ça naît, ça vit, ça meurt. Donc, on va, par la suite, pas forcément aujourd'hui, je vais vous donner les différentes étapes, n'est-ce pas, de la naissance à la clôture d'un projet. Je l'ai précisé, quand vous entendez projet, il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets des États, les projets même des démembrements de l'État, les collectivités, donc les mairies, les conseils régionaux. En RDC, on parlera des provinces. Vous avez aussi les projets des entreprises privées. Donc, ça peut être de grosses entreprises, ça peut être des PME. Mais vous avez aussi des projets individuels. Donc, si vous comprenez le principe, vous comprenez l'esprit de ce que nous allons voir, ce sont des choses que vous pourrez appliquer à tous les stades. De deux, pour ceux qui voudront travailler sur les projets financés par les bailleurs ou même les projets financés par les ressources propres des États, bien sûr, vous aurez les armes nécessaires. Pour ceux qui travaillent déjà sur
au sein des équipes projets, ça peut être des équipes ad hoc ou même les administrations, les ministères qui travaillent sur les projets, vous aurez donc les éléments nécessaires. Donc on verra aussi dans cette aventure que nous avons ensemble, à un moment donné, peut-être dans la 3e ou bien le 4e live, je vais vous préciser un peu les 3 phases, depuis la préparation du projet jusqu'à la clôture. Il y en a 11, il y a 11 étapes à l'intérieur de ces 3 phases. Il y a l'identification, si je vais trop vite vous le signaler, hein. Là, je souhaite que vous puissiez prendre note. Il y a l'identification, on a la conception, l'étape 3, l'évaluation ex ante, l'étape 4, ça va être la négociation, l'étape 5, l'approbation du projet, l'étape 6, ça va être la signature de l'accord de financement, l'étape 7, la mise en place de l'équipe de gestion du projet, l'étape 8, la mise en vigueur. Ça, c'est la première phase de préparation. Donc, vous voyez, simplement pour la préparation d'un projet, ça c'est le cas d'un projet de développement qui doit recevoir un financement d'un bailleur. Et ce sont les mêmes étapes lorsque vous êtes une association, une ONG, une collectivité, que vous voulez solliciter les financements d'un bailleur. Voici les 9 étapes, les 8 étapes en termes de préparation. C'est par la suite, donc on entre dans l'étape de la mise en œuvre du projet qui comprend, on va dire, 2 étapes. Il y a l'étape d'exécution, coordination, suivi, évaluation du projet, dont j'ai contracté. Et puis, bien sûr, il y a les étapes de supervision et évaluation du projet. Et puis, la phase 3, bien sûr, c'est la clôture et l'évaluation du projet. Donc, ce n'est pas tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Je suis en train de vous dire tout ce que nous allons voir ensemble. Donc, à un moment donné, je vous dirai comment cela s'est fait, quelles sont les responsabilités des uns et des autres à chaque niveau et à chaque étape. Lorsque nous allons finir donc de voir le cycle de vie avec les différentes responsabilités des parties prenantes, bien sûr, nous allons entrer maintenant dans certains aspects, notamment en termes de responsabilité des organes, des pilotages et des organes de gestion. Voilà. Donc, on verra un peu les différents comités de pilotage. Quand c'est une entreprise, c'est le conseil d'administration. Et puis, quand c'est par exemple les projets financés par le Fonds mondial, ils vont vous parler d'instance de coordination nationale. Mais pour les projets financés par la Banque mondiale, par la BAD et par l'Agence française de développement, on parle en général de comité de pilotage. Donc, je vous dirai aussi ce que les gens y font. L'idée, encore une fois, c'est de vous amener à comprendre ce qui se passe et à susciter des vocations, mais aussi à donner les armes à ceux qui travaillent déjà sur les projets pour comprendre un peu l'univers, n'est-ce pas, de tout ça. Voilà, pour s'en sortir. Et puis après, bien sûr, on verra les types d'organisations. Hein. Je vais vous présenter un peu les types d'organisations qu'on met en place. Parce qu'en fonction de la taille du projet, en fonction des outils du projet, on donne un type d'organisation. Ce n'est pas pour tous les projets qu'on crée des unités de coordination. Les unités de coordination, c'est des unités ad hoc. Mais à côté de ça, vous avez des unités matricielles, vous avez même voilà, des structures commando. Donc, on verra tout ça au fur et à mesure, étape par étape, et vous aurez en principe suffisamment d'éléments que vous pourrez utiliser dans le cadre de votre travail, ou alors pour vous projeter, pour vous reconvertir, parce qu'on a aussi beaucoup de cadres du secteur privé ou bien de l'administration qui veulent se reconvertir dans la gestion de projet. Donc ça vous donnera assez d'éléments. Pour ceux qui participent souvent au recrutement, vous savez quelquefois on pose des questions sur ce genre de choses, hein, mais vous ne savez pas. Parce que la personne s'est concentrée sur sa participation des marchés, suivi, évaluation, audit, mais il ne comprend rien même dans tous, de façon générale sur les projets. Donc, sur cette page, vous aurez tous ces éléments-là. Donc, vous voyez, on va voir donc les généralités, on va voir les cadres logiques, la planification, on va voir les différentes étapes depuis la naissance jusqu'à la clôture du projet. N'est-ce pas? Donc, de la conception jusqu'à la clôture du projet, et puis, bien entendu, les différents organes. Voilà. Et il est clair qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, à travers vos questions, il y a certainement des points qui vont me venir à l'esprit. Donc, ceci dit, on va entamer le premier point aujourd'hui qui va nous permettre de vous donner une idée précise de ce que c'est qu'un projet, qu'est-ce que c'est qu'un programme, qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille, n'est-ce pas? Un portefeuille de projet. N'hésitez pas à poser les questions. Lorsque je vais arriver à un certain niveau, je vais prendre quelques questions et puis répondre. Voilà. Si je vais aussi vite, n'hésitez pas à me le signaler. Alors, l'objectif de cette partie qui va nous permettre de voir
les généralités sur les projets, c'est de vous amener à comprendre la philosophie même des projets. Parce que ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est vraiment pas la même chose. Il y a une certaine mentalité à avoir quand on agit par projet, quand on est sur un projet, il y a une mentalité, il y a une façon de voir, il y a une démarche. Donc l'objectif, c'est de vous faire comprendre la philosophie donc, des projets et de vous amener à adopter la mentalité qui est adaptée à la gestion des projets et bien sûr vous aider à comprendre le processus qui conduit à la planification, de la planification jusqu'à la planification, de la préparation du projet jusqu'à la planification opérationnelle des projets. Alors j'ai un conducteur, hein, en fait c'est un module de formation que je donne depuis quelques années. Bien sûr les gens payent pour venir le faire, ils viennent de plusieurs pays, mais bon là j'ai décidé depuis la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, de vous donner le maximum. Bien sûr on ne pourra pas tout transférer par live, mais bon, si vous avez déjà l'essentiel, ce serait bon. Alors, donc rapidement, la notion de projet, pour qu'on puisse se comprendre. Je vais prendre des exemples pratiques avant d'entrer, n'est-ce pas, dans mon conducteur. Un projet, on va prendre 2 ou 3 cas spécifiques pour vous amener à comprendre qu'en réalité, c'est vrai, il y a toute une démarche, mais ce sont des choses que vous côtoyez tout le temps. Donc, une entreprise privée peut avoir un projet. Oula, excusez-moi, je commence à avoir un peu chaud. Je vais enlever mes... Autant il y a le climatiseur là. Excusez-moi, je commence à avoir chaud là. C'est parce que je bouge beaucoup. Voilà, donc une entreprise peut avoir un projet. Je vais vous donner un exemple assez simple. Je ne vais pas citer d'entreprise pour ne pas faire de la publicité gratuite, mais une entreprise décide de lancer un nouveau produit d'ici 2 ans. L'entreprise sait exactement à quel besoin le produit doit répondre, quel sera son public cible, et puis, bon, a une idée un peu de service que ça doit rendre. Mais le produit n'existe pas encore. Le produit, ça peut être un service, ça peut être un truc, ça peut être un bâtiment. Par exemple, une structure, une entreprise veut construire son bâtiment, voilà, son bureau, son siège avec des caractéristiques bien données. Ou alors veut lancer un nouveau produit, un service ou bien un produit physique. Du coup, l'entreprise s'est dit, c'est dans 2 ans, donc le comité d'administration, le conseil d'administration dit dans 2 ans, il faut que j'ai ce produit-là avec telle description, avec telle caractéristique. Donc, vous voyez qu'il y a déjà la notion de temps. 2 ans. On ne peut pas dire j'ai un projet et puis tu ne sais même pas c'est quand. Ce n'est plus un projet. D'accord? Donc, vous voyez la notion de temps. Il y a la notion de produit. C'est-à-dire, je veux qu'à la fin, il y ait quelque chose. Et ce quelque chose-là, on doit pouvoir décrire. On doit savoir, ça doit être écrit sur papier. Parce qu'à un moment donné, tu vas transférer ça, n'est-ce pas, ce désir-là, à l'équipe qui va concevoir, qui va préparer cela. Donc, vous voyez la notion de produit, de qualité, de quantité. Et bien entendu, à un moment donné, il faut qu'on me dise combien cela va coûter. Combien est-ce que la réalisation de ce produit-là, ou bien de cette prestation que je veux dans 2 ans en tant qu'entreprise, combien cela va coûter. Donc, voyez, on a vu 3 notions déjà. Quelque chose que je veux à la fin, donc le produit final. Comme je l'ai dit, le produit, ça peut être une prestation, ça peut être un truc physique à construire, voilà, ça peut être un bâtiment, ça peut être un nouveau service. Ça, je parle d'une entreprise. Donc, il y a le produit qu'on veut. Quelle est la description? Il y a le temps, donc la durée. On dit dans 2 ans. Et quand on dit dans 2 ans, ce n'est pas 2 ans de façon relative. On doit pouvoir dire de maintenant jusqu'en 2023, puisque nous sommes en 2025. Donc, de maintenant à décembre 2025. Et même là, ce n'est pas clair. On doit être capable de dire de maintenant au 21 décembre 2023, voici ce que je veux. Donc, là, il y a la notion de durée. Et après, combien cela va coûter? Dans la notion de coût. Donc, il y a les 3 éléments. Ça, c'est pour une entreprise.
Si je prends le cas d'un individu, un individu peut décider de construire, je prends l'exemple simple. Donc, monsieur, madame, les enfants, ils sont donc en location, se disent, écoutez, on va pas vivre éternellement en location, il faut bien qu'on ait notre toit à nous. Donc, ils décident de construire une maison. Ils doivent pouvoir dire où est-ce qu'ils veulent que la maison soit, combien cela va coûter et dans combien de temps ils veulent que la maison voit le jour. Ils doivent être capables de dire à telle date, on va entrer dans la maison. Parce que si vous ne savez même pas, vous n'avez aucune idée de ce que le produit final va donner, vous n'avez aucune idée du temps pour y arriver, vous n'avez aucune idée du coût, de l'estimation de coût, monsieur, madame, vous êtes en train de rêver. Ce n'est plus un projet. Ce n'est plus un projet, c'est un rêve. Mais parce qu'à partir du rêve, il faut pouvoir traduire ça, n'est-ce pas, en quelque chose de réalisable, avec un outil bien précis en termes de temps, de coût. Et bien sûr, d'activité pour y arriver. Ça, c'est l'élément essentiel. Je veux ça dans 2 ans ou bien dans 5 ans. Comment je fais pour y arriver, pour aboutir au résultat que je veux. C'est en ce moment-là que je vais faire maintenant ma planification, c'est-à-dire tout ce que je dois faire comme activité à partir de maintenant, à quel moment je dois le faire, qui va le faire pour aboutir au résultat. C'est en ce moment-là que tu peux dire, j'ai un projet. Si tu ne fais pas ça, tu es dans un rêve. Voilà. Mais le rêve, tant que tu ne te réveilles pas, bon, ça va rester rêve. Donc ça, c'est un individu. Maintenant, les États. Quand je parle d'État, vous savez, il y a l'État au niveau central. Il y a l'État déconcentré. Bon, juste une parenthèse pour ceux qui ne savent pas. Quand on dit le niveau central, bien sûr, vous avez le gouvernement avec ses ministères, avec les directions. Les ministères ont des directions qui sont des structures déconcentrées. Maintenant, les ministères peuvent avoir des structures décentralisées. C'est juste une parenthèse que je vais faire rapidement. Décentralisées, donc ils peuvent être des EPN qui peuvent, pour le ministère de l'Intérieur, vous avez par exemple les mairies, les provinces, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chacune de ces entités-là peut avoir des projets. Mais pour un État bien organisé, comme la plupart de nos États, on fait un plan national de développement quinquennal. Très souvent, c'est sur 5 ans. La Côte d'Ivoire, par exemple, vient de publier, je crois, dans le Conseil de ministres hier, officiellement, ça a été adopté hier, le PND 2021-2025. Et annexé à ce PND, vous avez toujours les différents projets des ministères. Vous allez voir, j'ai ce document, hein, vous allez voir par ministère les différents projets avec les coûts. Et l'État dit exactement, je vais faire ceci à San Pedro, on doit faire ceci à San Pedro. Dans le domaine de l'hydraulique, on doit faire ceci, je ne sais pas moi, à Bondoukou, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les États aussi ont des projets. Mais en général, ces projets-là s'inscrivent dans un délai bien donné, avec des coûts bien précis, n'est-ce pas, avec la qualité de ce qu'on veut comme ouvrage. Donc, si vous avez bien compris ça, le reste, ça sera vraiment de la littérature. D'accord, je vais passer rapidement et puis entrer dans certains détails. Mais comme je ne peux pas prendre le cas d'un individu, le cas d'une entreprise, le cas d'un État, on va prendre le cas spécifique des projets de développement qui sont les projets en fait des États. Donc que ce soit l'État au niveau central, que ce soit l'État au niveau décentralisé. Donc une fois que vous avez compris ça, vous pouvez l'appliquer si vous êtes dans une entreprise, mais aussi vous pouvez l'appliquer en tant qu'individu. Donc si vous devez noter une définition, si on vous demande c'est quoi un projet, vous n'avez simplement qu'à dire c'est un ensemble d'activités qui dépendent les unes des autres, dont les activités sont liées entre elles. Ces activités-là sont exécutées dans un certain ordre, c'est pour ça qu'on parle de programmation. Donc dans un certain ordre, et le fait de mettre ces activités à exécution là, cela concourt à rendre disponible dans un délai précis, donc la notion de temps, avec des ressources bien sûr limitées, un bien ou un service qui est en fait le résultat qui est clairement identifié dès le départ. N'est-ce pas? C'est ce que je vais expliquer en fait tout à l'heure.
comme je l'ai dit, s'il y a des parties qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que je puisse revenir sur certaines choses. Donc, on va les prendre point par point. Quand on dit activité, ce sont des tâches, ce sont des opérations, ce sont des actions. Ça, de façon globale. Mais sinon, si on veut entrer dans l'orthodoxie, des tâches sont des séquencements des activités. Voilà. Donc, en principe, bon, pour les projets de développement, vous avez le projet lui-même, vous avez des composants, des sous-composants, des lots d'activités, qui font même bon, des sous-lots, après des activités, des tâches. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à poser comme action, c'est ce qu'il faut entendre par activité, dans toute la définition. Le délai, c'est une date de fin, ou bien une durée précise. Donc, on pourra dire, d'ici au 15 juin 2024, on doit avoir ça. Ou bien, d'ici à 2 ans calendaire, on doit avoir ça. Donc, le délai doit être précis. Et on doit savoir à quel moment le projet clôture. Donc, on pourra dire par exemple que le projet clôture le 30 juin 2025. Il n'y a pas de place pour le hasard. On sait exactement à quel moment on clôture. Donc, la notion d'activité, on a vu, sont les actions à poser. La notion de délai, c'est la date de fin. Voilà. De toute façon, la mise en vigueur, c'est la date à laquelle les activités commencent. Et la date de clôture, c'est la date de fin. On doit pouvoir préciser. Pour ceux qui travaillent déjà sur les projets, de grâce, très souvent quand les gens arrivent, ils ne cherchent même plus à savoir où sont les documents, ils n'ont pas une idée précise même de ce que à quel moment le projet. Ils ont une idée vague, on sait que le projet finit en 2027, point. Mais vraiment, si vous êtes responsable, quand vous arrivez sur un projet, la première chose à faire, le premier document à demander, c'est l'accord de don ou l'accord de prêt. À ce document-là, il y a beaucoup d'annexes, notamment la description du projet. C'est là-bas que vous allez savoir exactement ce qu'on attend du projet. Voilà, donc c'est très très important. Alors, donc, je parle des délais. Le délai, on peut fixer une date, ou alors on peut dire que le projet a une durée de 5 ans à compter de sa date de mise en vigueur. Donc, on prenait les accords de dons, les accords de prêt qui sont signés entre le gouvernement et ceux qui financent, qu'on appelle les bailleurs de fonds. Donc, vous avez soit ces deux éléments. Donc, la date de clôture, c'est temps, le 30 juin 2025 par exemple, ou alors on dit que le projet a une durée de 5 ans à compter de sa date de mise en vigueur. Donc, on a vu activité, ce qu'il faut entendre par activité. On a vu ce qu'il faut entendre par délai. On a parlé aussi des ressources limitées. Par ressources, il s'agit des ressources humaines, donc les hommes, c'est-à-dire vous et moi. Et bien sûr, tous ceux qui peuvent. Alors, quelqu'un me demande de revenir sur la définition. Bon, je vais donc lire la définition rapidement, vous allez noter. Donc, je disais qu'un projet, c'est un ensemble d'activités qui dépendent. Alors, de toute façon, la vidéo sera en ligne. Donc, vous aurez le temps d'aller revoir. Donc, c'est un ensemble d'activités qui dépendent les unes des autres. Exécutées dans un certain ordre, vont concourir ensemble à rendre disponible dans un délai bien précis et avec des ressources limitées un bien ou un service. Voilà. Qui est en réalité le résultat qui est clairement identifié. Donc nous sommes en train de voir dans les détails tous ces éléments. On a vu activité, on vient de parler donc de délai. Maintenant, nous sommes en train de vous parler de ce qu'il faut entendre par ressources. Les ressources, ce sont les ressources humaines, donc les hommes. Ce sont les ressources matérielles, tout à l'heure on va entrer dans les détails. Ce sont les ressources immatérielles. Ce sont aussi les ressources financières. Donc, on va résumer en fait ces quatre-là. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources immatérielles, ressources financières. C'est ça qui fait les ressources. On va maintenant voir dans les détails. Les ressources humaines, bien sûr, sont les hommes et femmes qui sont engagés dans le processus à plein temps ou à temps partiel. C'est-à-dire, sur un projet, il y a des gens qui peuvent être là à plein temps. Ils ne font que ça. Ils sont payés pour ça, ils ne font que ça. Vous avez aussi certains qui interviennent à temps partiel. À temps partiel, ça peut être des consultants. Donc, on a pris pour intervenir à un moment donné. À temps partiel, ça peut être aussi des gens qui sont des directeurs. Par exemple, le DAF d'un ministère, le DAF d'une entreprise, ou bien le DRA d'une entreprise. On peut lui dire d'intervenir, par exemple, tous les jeudis, ou bien tous les vendredis, ou bien d'accorder un certain nombre de temps à ce projet. Dans ce cas, le monsieur peut être directeur, il peut être chef de service, il peut même ne pas être un responsable,
Il peut être un comptable, je veux dire, vraiment une personne. Et on lui demande d'intervenir sur un projet. Donc, il peut intervenir à temps partiel. Tout est-il que c'est tous ceux, en tant qu'individus, qui interviennent sur le projet, qui constituent les ressources humaines. C'est l'occasion d'attirer l'attention. Si vous voulez réussir dans la gestion des projets, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir cette mentalité-là. En principe, dans une unité de gestion des projets, on ne doit pas avoir quelqu'un qui ne sert à rien du tout. Vous comprenez? Parce que les ressources, on a dit les ressources sont limitées. Donc, quelqu'un qui vient dans un projet, c'est qu'on a besoin de la personne. Voilà. S'il n'y a pas de besoin, on ne recrute pas. Même pour des stagiaires, il faut que ce soit des stagiaires qui vont servir à quelque chose. Il ne faut pas prendre des stagiaires et puis les mettre au secrétariat et puis les envoyer pour acheter du pain, pour acheter de la ticket, pour acheter à manger. Non. L'enfant, il ne va rien apprendre. Ou bien le monsieur ne va rien apprendre, mais en plus, ça n'apporte rien au projet. Donc, c'est vraiment tous ceux qui interviennent. C'est ce qu'il faut attendre par ressources humaines. Les ressources matérielles, tout ce qui est équipement, les meubles, les ordinateurs, voilà, vraiment fournitures, consommables, tout. Si vous voulez, tout ce qui est palpable, voilà, qui est utilisé donc dans le processus de production et de réalisation des résultats. N'oubliez pas tous les résultats. Un projet, c'est toujours le résultat. Je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pour construire vos propres maisons, c'est un projet. Si c'est pour créer votre entreprise qui n'existait pas encore, c'est un projet. Si c'est pour vous marier dans 3 ans, 4 ans, c'est un projet. Si vous voulez, c'est pour créer votre entreprise, votre champ à Korogo, champ d'Anakar à Korogo, comme mon ami Sidé qui vend en ligne, c'est un projet. Maintenant, quand c'est une entreprise qui veut lancer un nouveau produit, qui veut créer, je ne sais pas, un nouveau téléphone, c'est un projet. Donc, c'est tout ce qui va entrer comme éléments palpables, dont les équipements, les meubles, les immeubles, c'est tout ça qui rentre dans les ressources matérielles de façon globale, y compris les fournitures, n'est-ce pas, et les consommables, par exemple. Bon, bien sûr, dans les détails, vous allez voir qu'on fait la différence entre équipements et fournitures. Hein. Mais pour votre compréhension, je globalise tout ça. Pour dire c'est tout ce qui est matériel qui va concourir à la réalisation des résultats du projet. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ressources immatérielles? C'est tout ce qui est prestations dont les résultats, on ne peut que constater en fait les résultats, mais ce n'est pas palpable. Si vous demandez à quelqu'un, un consultant, de venir par exemple former des gens, si vous demandez à un consultant de venir vous élaborer un document, de produire un logiciel, c'est une ressource immatérielle. N'est-ce pas? C'est-à-dire le travail qu'il fait, à la fin tu as le produit, mais en réalité, l'élément lui-même là, ça est dans sa tête. c'est intellectuel. Voilà. Ou alors, ça peut même le nettoyage. Hein, le nettoyage, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est prestation dont les résultats ne peuvent être constatés, mais ils sont palpables. S'il vous plaît, pour ceux qui sont intéressés à travailler sur les projets, ce sont des questions que quelquefois les gens vont vous poser en entretien, quel que soit le poste auquel vous postulez. Je vous le préviens. Moi, j'ai fait plusieurs recrutements en tant que coordonnateur de projet. Avant ça, j'ai été DAF dans un ministère pendant 6 ans et demi. Je suis en même temps chef d'entreprise. On fait beaucoup de recrutements. Ce sont des questions, quelquefois, lorsque vous allez... D'ailleurs, demain, vendredi, à 12h30, on va revenir sur la question des recrutements. Donc, je ferme rapidement la parenthèse. Mais ça vous dit qu'il faut vraiment prendre note de tout ça. Donc, un exemple de ressources immatérielles, c'est par exemple l'accès à l'Internet. Bon, tu as accès à l'Internet. Voilà. Tu ne vois pas, mais tu vois en tout cas, tu constates que tu es connecté. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ressources financières, ce n'est pas compliqué. C'est simplement l'argent. C'est l'argent qui sera dépensé pour acquérir ou rendre disponibles les ressources qu'on vient de citer. Si vous prenez des individus, bien sûr, il faut les payer. Si vous devez acquérir les ressources matérielles, il faut payer. Les ressources immatérielles, il faut payer. Donc, c'est l'argent qui est nécessaire pour rendre disponibles les ressources qu'on vient de citer. Mais encore une fois, ces ressources, on a dit quoi? Le but, c'est quoi? C'est d'aboutir au résultat, n'est-ce pas, qu'on recherche. Donc, il faut noter une notion assez claire pour les projets. C'est la notion des ressources limitées. Dans la définition, on n'a pas dit simplement des ressources, on a précisé des ressources limitées. Ça veut dire quoi en clair? Un monsieur veut bâtir sa maison,
il a fait une estimation, il dit que ça fait 120 millions de francs CFA. Ok? Donc il a pris les différents responsables, architectes, tout ce que vous voulez, les techniciens, les ingénieurs, ils ont discuté de temps en temps. Ça c'est pendant la conception du projet. Donc ils se sont mis d'accord, ok, ça va prendre telle durée réelle, d'accord, et ça va coûter tant. Donc, ces ressources-là, si c'est 120 millions, lui s'est dit, ma maison va me coûter 120 millions, ma maison que je vais habiter dans 3 ans va me coûter 120 millions. Il va réfléchir comment il va avoir cet argent. Il prendra une partie de son salaire, il va aller s'endetter à la banque, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il va se mettre d'accord avec toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, pour dire que ça va coûter 120 millions. Et en réalité, si vous avez bien géré le projet, ça ne doit pas dépasser les 120 millions. Parce que le monsieur, il va faire ce calcul, il va aller s'endetter peut-être pour 5 ans ou 10 ans, il va faire une estimation de ce qu'il va prélever sur son salaire. Du coup, ça veut dire qu'il va sacrifier certaines choses. Les enfants n'iront plus en vacances, voilà, ils vont rester à Abidjan ou bien à Kinshasa ou bien à Brazzaville ou même à Dakar. Donc à la fin, il ne faut pas venir nous dire non, ce sera plus 120 millions, ça sera 150 millions. Si c'est vous, vous voyez que c'est choquant. Mais c'est la même chose pour les projets de développement. C'est la même chose pour les projets d'entreprise. Donc quand une entreprise dit, voici mon projet, je vais tel produit dans tel nombre d'années, avec tel montant, il faut savoir que les ressources sont limitées. C'est la même chose pour le projet de développement. On vous dit, vous êtes sur un projet emploi jeune, vous êtes sur un projet infrastructure, un projet donc de route, hydraulique, de construction d'écoles. Comprenez que quand on dit le projet va coûter 120 millions de dollars, bon, prenons notre exemple, 100 millions de dollars, ces ressources sont limitées. Donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de vous amener à comprendre la mentalité. On ne vient pas sur un projet pour dire, non, on va aller un peu, et puis bon, de toute façon, quand on ne va pas attendre les résultats, bon, il va y avoir prorogation, et puis encore, on va continuer à avoir nos salaires. Ce n'est pas comme ça. Si tu veux continuer à avoir ton salaire jusqu'à la retraite, ne viens pas sur les projets. Reste tranquille dans l'administration publique, ou bien dans une grande entreprise, ou bien bon, les PME, à tout moment, on peut te virer. Voilà. Mais sur un projet, c'est vraiment un délai bien précis, avec des ressources limitées. D'accord? Bien sûr, il peut arriver, on va voir tout à l'heure, il peut arriver que le projet est performant. Dans ce cas-là, le gouvernement et le bailleur se mettent d'accord pour qu'on donne des ressources supplémentaires, des ressources complémentaires. Ou alors, on convient tous que pendant la conception du projet, on avait oublié certains aspects. Ou même, on n'avait pas oublié, mais il y a d'autres aspects qu'on veut maintenant ajouter. Dans ce cas, on vient avec des ressources supplémentaires. Mais vous devez comprendre que les ressources sont limitées. Donc, on a vu ce qui font par activité, par délai, par ressources. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut entendre par résultat? Comme je le dis, ça peut être un bien ou bien un service ou une prestation intellectuelle. C'est aussi simple. Maintenant, les biens, ça peut être des infrastructures ou bien équipements. D'accord? Un projet peut être chargé simplement, par exemple, d'équiper les établissements secondaires. Par exemple, du Sénégal ou bien de la Guinée. Ou bien d'offrir des fournitures. Ça peut être un projet. C'est-à-dire les fournitures scolaires, par exemple, aux Comores. Ça peut être un projet. Mais bien sûr, on peut mettre tout ça ensemble pour en faire un grand projet où à l'intérieur, vous avez la construction, vous avez la formation des enseignants, vous avez les fournitures d'équipements et de tables bancs et autres. Donc, résultat, c'est bien, service, prestation intellectuelle. Donc, par bien, on vient de donner les infrastructures, ça peut être des ponts, routes, écoles, hôpitaux, électrification, adduction d'eau. Par équipement, donc ouvrage scolaire, distribution des plats, par exemple. Et service, c'est par exemple ça peut être sensibilisation des populations, ça peut être la formation des enseignants, ça peut être les soins préventifs ou curatifs aux malades. Exemple de prestations intellectuelles, ça peut être par exemple la conception d'un logiciel, ou bien la préparation, ou bien la conception de procédures, élaboration de procédures. Autre aspect sur lequel vous devez faire attention, c'est que les résultats doivent être clairement définis. On a dit dans la définition, en fait, ce sont les différents éléments de la définition que nous sommes en train de voir. Résultat clairement défini, ça signifie quoi? Ça veut dire que dès le départ, on a une description exacte de ce que le processus va produire comme résultat. On sait exactement
Ça est dans la tête, mais surtout c'est écrit. C'est écrit. Tu sais exactement ce que tu veux. D'accord? La prière est importante, mais en même temps, il faut que ce soit écrit exactement ce que tu veux, comme à la fin. De toute façon, pour les projets de développement, c'est forcément écrit. Donc, comme je l'ai dit, en annexe des différents accords de dons et des prêts, en annexe, on a toujours un document avec les indicateurs, avec le descriptif du projet. Donc, il y a des points que je vais aborder ici que vous n'allez pas forcément comprendre pour ceux qui ne sont pas sur le projet. Mais si vous restez vraiment pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble, pas forcément aujourd'hui, il y a des choses qui seront assez claires pour vous. Donc, si on veut résumer, un projet, c'est un dispositif temporaire qu'on met en place. Un dispositif temporaire qu'on met en place tout juste pour fournir un produit, un service ou un résultat, mais qui est unique et dans un délai bien précis. Donc, ce n'est pas une entreprise pérenne, pour dire, bon, on est là, voilà. Ce n'est pas l'administration classique, la direction de temps, non. C'est un dispositif temporaire qu'on met en place parce qu'on veut avoir un résultat dans un délai bien donné. C'est pour cela qu'en principe, si la structure, le dispositif est bien mis en place pour satisfaire le besoin, si les recrutements sont faits correctement, si la planification est faite correctement, personne ne devrait s'ennuyer sur un projet. Voilà, quelqu'un qui travaille sur un projet ne devrait pas s'ennuyer. Parce qu'on sait exactement ce qu'on a à faire dans un délai bien précis et il y a des mécanismes d'évaluation, aussi bien des processus que des résultats. Ce sont des choses que nous allons voir au fur et à mesure. Donc, en résumé, c'est ça un projet. Cela s'applique à un projet d'individu, cela s'applique à un projet d'entreprise, cela s'applique au projet des États, donc les projets de développement. Un projet clôture dès que, notez bien, que tu le veuilles ou pas, un projet, ça finit un jour. Donc ça clôture dès que le résultat attendu est atteint. Excusez-moi, il y a un appel, je vais... Voilà, excusez-moi, j'avais un appel là. Donc, un projet clôture, dès que le résultat est atteint, c'est fini. Le projet n'existe plus. Voilà. Ou alors lorsque le financement est épuisé, ou alors lorsque la date de clôture est arrivée. Mais vous savez, on parle d'une notion essentielle dans la gestion des projets, c'est la performance. La performance, ça signifie qu'il faut atteindre les résultats avant le délai et à moindre coût. C'est-à-dire, on a estimé que le projet doit coûter 100 millions de dollars avec des résultats bien précis, avec des indicateurs bien précis. Vous, en tant que gestionnaire de projet, votre souci, votre angoisse doit être de faire en sorte que le résultat soit atteint avant le délai et à moindre coût. C'est-à-dire, si c'est 100 millions de dollars, vous n'êtes pas obligé de dépenser 100 millions de dollars. Si c'est sur 5 ans, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 5 ans. Si votre projet, au départ, a une durée de 5 ans, et puis vous partez de prorogation en prorogation, je suis désolé, vous n'êtes pas performant. Voilà. La performance, c'est l'atteinte des résultats à moindre coût. À moindre coût, ça veut dire avant le terme normal du projet, avec moins de financement. Donc, si vous voulez être un manager, un gestionnaire de projet recherché, il n'y a pas autre chose à faire, c'est de donner les résultats avant le délai et à moindre coût. Et bien sûr, pour cela, il faut que chacun dans l'unité de gestion puisse jouer son rôle dans le temps, dans les délais. D'accord? Donc, ne soyez pas dans les équipes de projet avec à l'idée de faire en sorte que, bon, on n'atteint pas les résultats. De toute façon, comme il y a encore des ressources, on va proroger le projet et puis on aura encore des salaires. Ce n'est pas pour ça, on vient sur un projet. De toutes les façons, j'ai toujours dit aux gens, un projet, quand tu l'as bien exécuté, on te recherche toujours. Voilà. Tu ne vas pas chômer. Sauf si tu n'as pas eu la bénédiction de tes parents. Mais en principe, tu ne dois pas chômer. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner des résultats. Et puis, il ne faut pas avoir peur de donner des résultats et puis le projet est clôturé. Non, il faut attendre les résultats. On va te rechercher sur toute la planète d'ailleurs. Ok. Donc, je viens de parler de la performance du projet. Les leçons qu'on peut tirer, c'est qu'un projet, ce n'est pas un service ou une direction classique.
Quelqu'un peut être dans une administration, hein, on voit ça dans quasiment toutes nos administrations partout en Afrique. J'ai eu la chance de faire la consultation dans plusieurs pays. Ce sont les mêmes schémas qu'on rencontre partout. Dans une administration, quelqu'un peut venir et puis je ne sais pas ce qu'il a à faire. Voilà, c'est maintenant qu'il va chercher, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Bon, voilà. Ok? À la fin du mois, ou bien à la fin de l'année, dans une administration classique, ou bien même une entreprise, quand je parle d'administration classique, entendez aussi les directions, les services des entreprises. Il ne faut pas croire tant que ça que les entreprises sont si bien organisées que l'administration, hein, non. Pas toujours. Souvent, les entreprises ont beaucoup de choses n'est-ce pas, à tirer comme leçon du fonctionnement des administrations. Donc, ce n'est pas une administration classique, ce n'est pas un service classique pour dire, bon, à la fin de l'année, qui est résultat ou pas, de toute façon, on aura nos salaires. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Un projet bien organisé, chaque année, on fait une évaluation des performances. Soit ton contrat est reconduit avec bonus, soit ton contrat n'est pas reconduit, ou alors ton contrat est reconduit mais sans bonus, par exemple. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est différent. Un projet, c'est d'un temps donné. Ce n'est pas là qu'on prend sa retraite. Voilà. Ce n'est pas là qu'on prend sa retraite, c'est pas un résultat bien donné. Autre leçon à tirer, c'est que l'équipe de gestion doit rester focalisée sur l'atteinte des résultats. Pour que ces résultats soient atteints avant le délai prévu et à moindre coût. C'est ce qui doit être votre cauchemar, enfin, vous devez être omnibulé par ça. Voilà. Il ne faut pas traîner les pas. Et il faut éviter de penser seulement à vos salaires, comme je l'ai dit. Et puis travailler avec lenteur pour espérer une progression du projet. Ce n'est pas comme ça. Donc, pour résumer, en termes des contraintes, les trois contraintes du projet, c'est la qualité du résultat. On n'a pas eu du produit, bien sûr avec toute la satisfaction qu'il faut. Donc, l'élément qualitatif, l'élément quantitatif. Première contrainte. Deuxième contrainte, c'est le délai. Et troisième contrainte, bien sûr, c'est le coût. Ça veut dire que vous devez faire en sorte que ces trois-là restent limités dans ce qu'on a fixé. Le délai fixé, le coût fixé et puis la qualité. À la limite, tu peux avoir une qualité supérieure, mais pas une qualité moindre. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter la différence entre le projet, le programme et le portefeuille. Mais je voudrais simplement vous rappeler le cycle d'un projet. Après, on va rentrer dans les détails dans d'autres lives. On va rentrer dans les détails. Donc, un projet, on a vu tout à l'heure les trois grandes phases. Mais dans ces phases-là, il y a encore des sous-phases. Donc, il y a la partie conception, préparation. Ça y est, c'est-à-dire, c'est encore flou, mais on sait ce qu'on veut faire, c'est pour répondre à un besoin donné. D'ailleurs, avant de parler du cycle de projet, je vais vous parler un peu du portrait d'un projet. D'un projet, ça vient à partir, soit il y a un besoin, que ce soit un individu, une entreprise, un État, on ne se lève pas comme ça parce qu'on a envie de dépenser. C'est parce qu'il y a un besoin. Donc, à partir du besoin, on se fixe une finalité, c'est-à-dire on doit satisfaire, n'est-ce pas, des besoins. Donc, c'est pour ça qu'on met en place un projet. Il peut y avoir aussi une opportunité. Voilà, il n'y a pas de besoin au niveau personnel ou au niveau mais il y a une opportunité qu'on peut saisir. Donc, c'est à partir de là, n'est-ce pas, qu'on essaie de concevoir un projet. Donc, le projet, les différentes étapes, je disais tout à l'heure, il y en a 11, mais si on veut résumer, il y a la partie conception. C'est comme un enfant. Il y a la partie conception. Le père et la mère de l'enfant vont ensemble, n'est-ce pas? Ils conçoivent, l'enfant est conçu, mais l'enfant n'est pas encore dehors. Après donc la phase de conception, il y a maintenant la naissance. De la naissance, l'enfant va vivre et la personne va mourir plus tard. Pour les projets, c'est la même chose. Donc, il y a la conception, toute la phase de préparation, de négociation, d'approbation et tout et tout. Je l'ai dit, on va les voir dans les détails. Après, vous avez la mise en vigueur, qui est un peu comme la naissance. Mais avant ça, il y a la signature de l'accord de don. Il y a la mise en vigueur, on démarre le projet, on planifie la planification opérationnelle, on exécute et puis on clôture. OK? Donc, quelle est la différence entre programme et projet? Est-ce que vous pouvez m'écrire ici ce que vous savez, la différence entre projet et programme? Je vais lire la réponse de deux ou trois personnes. Ne soyez pas gênés. Hein. La meilleure façon d'apprendre, c'est de dire ce qui est dans ta tête, tu te trompes et puis on corrige. Quand on corrige, tu reviens là-dessus. Quelqu'un peut me dire ce qui c'est d'un programme? C'est quoi un programme? Rapidement.
je peux vous donner la réponse, hein, mais bon. Hein, c'est quoi un programme selon vous? On a vu projet, mais un programme c'est quoi? Vous n'avez pas le courage. Ok, d'accord. Bon, un programme, il faut comprendre toujours qu'un programme, alors il y a au moins 2 ou 3 qui ont le courage là. Un programme a une grande durée et un ensemble de projets. Ok, il y a une très bonne notion dedans déjà. Je crois que c'est un programme est un ensemble de projets, super. Un programme est un ensemble de projets, bon, ok, super. Ouais, donc là, c'est bon là, on a du bon là. Attendez, hein, je vais me connecter sur mon ordinateur aussi pour voir, pour voir un peu vos réponses. Ok, bon, c'est parfait. Voilà, je ferme ici. Ok, donc on a vraiment ceux qui ont répondu. Mamadou Barré, programme international. Voilà, donc il y a vraiment l'essentiel. Effectue. Attendez, hein. Je sors d'ici. Voilà, parce que j'avais mis aussi le. Alors, donc, un programme, c'est effectivement un ensemble de projets. Mais ce n'est pas parce qu'on prend un projet, on colle, et on dit c'est un programme, non. C'est un ensemble de projets qui sont apparentés, dont la gestion coordonnée, on fait une gestion coordonnée parce qu'il faut que ce soit coordonné ensemble pour obtenir des avantages. Si on les laisse séparément, on ne va pas obtenir des avantages. D'accord? Donc c'est un ensemble de projets qui sont apparentés. On va avoir des cas bien précis. Hein. Donc la gestion est coordonnée afin d'obtenir des avantages. Et ces avantages-là, on ne les obtiendrait pas si on ne fait pas une gestion de programme, si on laissait les projets séparément. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. On entend parler, par exemple, du programme national de lutte contre l'onchocercose. Donc, un ensemble de projets, un programme, c'est un ensemble de projets. De deux, ces projets-là sont liés entre eux et leur mise en exécution, c'est-à-dire les résultats de chaque projet, concourent à l'atteinte du résultat global du programme. Vous comprenez? Si on prend le cas du programme national de lutte contre le VIH, il y a ce programme-là dans tous les pays. Donc, à l'intérieur du programme, il doit y avoir plusieurs projets. Par exemple, vous aurez un projet de prévention des populations, vous aurez un projet de prise en charge des personnes vivant le VIH-Sida, vous aurez un projet, par exemple, d'intégration des soins palliatifs. Donc, je prends un autre exemple. Quand on dit le programme École pour tous, donc ça peut être un programme. À l'intérieur, maintenant, pour atteindre les résultats du programme, il doit y avoir plusieurs projets à l'intérieur du programme. Et ces projets-là, leur produit final concourt à l'atteinte des résultats du programme. Donc c'est ça un programme. Et l'une des particularités, la différence entre le projet et le programme, c'est qu'un programme, il est en vigueur tant que l'objectif n'est pas atteint. Donc si on dit programme de lutte contre le VIH-Sida, tant qu'il y a le VIH-Sida, le programme continue. Regardez l'exemple du programme de lutte contre la poliomyélite. Il y avait ce programme dans tous nos pays. Ça a duré pendant 20 ans, 30 ans, le programme national de lutte contre la poliomyélite. Mais lorsque l'OMS a décrété que la poliomyélite était éradiquée dans certains États, ben ce programme a disparu. Donc un programme, il est en cours tant que l'objet, la raison pour laquelle on a créé le programme, si cet objet-là existe, le programme continue. Tandis que le projet, qu'est-ce qu'on a dit? Le projet a un résultat bien précis. Le projet, il s'éteint lorsqu'on atteint le résultat, mais il s'éteint aussi lorsque la durée arrive. On dit que c'est pour 5 ans, les 5 ans sont arrivés. Si on veut être sérieux, on veut être rigoureux, on met fin au projet. Voilà. Donc, un projet est clôturé à sa date de fin. Mais un programme, c'est tant qu'il y a l'objet. Si on dit par exemple programme école pour tous, tant que tout le monde n'est pas scolarisé, le programme doit continuer. Donc,
Voici la différence entre le projet et le programme. Un portefeuille. Pour ceux qui ont répondu tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut me donner quelques idées de portefeuille? Vous avez très bien répondu tout à l'heure pour le programme. Qu'est-ce qu'il faut entendre par portefeuille? Quelle est la différence entre un projet et un portefeuille? Allez, on y va. Vous avez très bien répondu tout à l'heure. Mais même ceux qui ne savent pas répondre, hein, deux fois tu te trompes, c'est pas grave. Voilà. Après, quand tu sauras la bonne réponse, ça va rester dans ton esprit. Alors, un portefeuille, quelle est la différence entre un projet et un portefeuille? Un portefeuille... Ah oui, non, quelqu'un précise que dans le PPU, il y avait des volets éducation, des volets voirie, ainsi de suite, oui. Ibrahim Diallo. Alors, un portefeuille, ok, je vous donne rapidement. Il y a des similitudes entre programme et portefeuille. Le portefeuille comprend des projets et programmes. Ah, j'ai des experts ici, hein. Ça me fait du bien là. Je pense que le portefeuille est lié au type bailleur. Oui, ça aussi c'est vrai. Alors, donc un portefeuille, c'est aussi un ensemble de projets et programmes d'ailleurs. C'est un ensemble de projets et programmes. Mais la différence, c'est que pour le portefeuille, ce n'est pas lié à un objet donné. Tout à l'heure, pour le programme, on a dit que c'est lié à un objet. Et tant que l'objet existe, le programme est en cours. Et le programme lui-même, pour atteindre ses résultats, il y a un ensemble de projets dont les objectifs concourent à l'atteinte des objectifs donc, du programme. Le portefeuille, c'est aussi un ensemble de projets. Mais en général, ce sont des regroupements. Vous allez entendre parler, par exemple, des portefeuilles pays. C'est-à-dire, si vous prenez un bailleur, je vais prendre un bailleur classique, qui est la Banque mondiale, par exemple. La Banque mondiale va te parler du portefeuille Côte d'Ivoire, du portefeuille, je ne sais pas moi, de la Zambie, ou bien du portefeuille du Maroc. Ça veut dire que c'est l'ensemble de leurs projets, les projets qu'ils financent. Ce n'est pas leurs projets, ce sont les projets des États, mais les projets qu'ils financent dans un pays donné. Donc ils diront que c'est le portefeuille Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des projets que ce bailleur la finance en Côte d'Ivoire, ou bien finance au Mali, ou bien au Burkina. En outre, un pays peut parler de portefeuille, très souvent on entend parler de ça, le portefeuille BAD. Donc, quand un pays te parle de portefeuille BAD, c'est l'ensemble des projets et programmes de ce pays-là financés par la BAD. Donc, en réalité, c'est un regroupement de projets qui sont liés soit à une organisation ou bien à un pays. Donc, voici la grande différence entre projet et programme, entre projet et portefeuille. On a dit que le programme, c'est un ensemble de projets, comme le portefeuille est un ensemble de projets. La différence, c'est que le programme est lié à l'objet, à la raison pour laquelle le programme a été conçu. Et le programme ne finit que lorsque on a atteint le but. J'ai pris le cas de la poliomyélite. Voilà. C'est le cas de l'onchocercose, c'est le cas de l'éducation pour tous, ou bien eau pour tous, ou bien électrification pour tous. Si on dit c'est un programme, si on veut rester dans l'étymologie, si on dit c'est un programme, c'est-à-dire tant que tout le monde n'a pas l'électricité, le programme électrique pour tous doit rester. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a des projets qui appartiennent à plusieurs bailleurs. Par exemple, l'électricité pour tous, il y a des projets qui sont financés sur les ressources de l'État. Certains sont financés par la Banque mondiale, par les Français, même les Coréens, je crois, la BAD, ainsi de suite. Mais tout ça, n'est-ce pas, entre dans le programme d'électrification du gouvernement. Voilà. Maintenant, le portefeuille, on a dit qu'il peut y avoir un portefeuille bailleur, donc ensemble des projets financés par ce bailleur dans une sphère donnée. Au portefeuille pays, donc c'est l'ensemble des portefeuilles. Donc, vous voyez que ces projets-là peuvent ne pas être dans le même secteur. Si vous prenez le cas de la Banque mondiale finance actuellement en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas pour les autres pays, environ une trentaine de projets. Mais vous avez des projets dans tous les secteurs. Vous avez la santé, l'éducation, les infrastructures routières, l'hydraulique, l'électrification. Mais tout ça, ça forme un seul portefeuille bailleur qui est le portefeuille Banque mondiale. À côté, ça vous avez le portefeuille BAD, vous avez le portefeuille français, vous avez le portefeuille de la BID, de la BADEA. Quelquefois même, on regroupe tout ça dans un portefeuille arabe.
build, BADEA, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voici la grande différence entre les projets et programmes. Donc, du coup, il y a une différence quand on fait la gestion de ces différentes articulations. Quand on gère un projet, c'est différent de la gestion d'un programme, c'est différent de la gestion d'un portefeuille. Puis c'est un programme, tu as un ensemble de projets qui, en principe, eux-mêmes s'exécutent avec des équipes projets. Soit des équipes ad hoc, soit des équipes matricielles, des équipes commando, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une gestion qui est faite. C'est la même chose pour le portefeuille. Donc, à un niveau donné, la gestion des programmes, la gestion des portefeuilles, c'est plutôt du pilotage qu'il faut faire. Par contre, la gestion des projets, il faut appliquer les connaissances, les compétences, les outils et méthodes, n'est-ce pas, aux activités du projet pour atteindre le résultat ou même dépasser les résultats dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu différent. Donc, quand vous coordonnez un portefeuille, vous gérez un portefeuille, vous ne devez pas vous comporter en coordonnateur de projet. Sinon, là, vous êtes en train de vous substituer, n'est-ce pas, au gestionnaire de projet. Et puis, bien sûr, ça va faire donc, un désordre et ça ne peut qu'entraîner des problèmes. Donc, voici ce dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Je ne sais plus combien de temps on a fait. On a commencé à 16 h. Ben voilà, on a fait quasiment 1 heure de temps. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. La semaine prochaine, le jeudi, on verra donc le cadre logique. Avec des cas pratiques, des cas bien précis. On va aller calmement pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le cadre logique. Et c'est un aspect très très important. N'oubliez pas, le jeudi prochain à 16 h, si mon programme doit changer, je vais vous dire l'heure, mais en principe pour l'instant dans mon programme, 16 h c'est bon pour le jeudi prochain. On verra le cadre logique. Si vous n'arrivez pas à comprendre le cadre logique, tout le reste, ça va être fou dans votre tête. Aujourd'hui, on a pris le temps, pendant 1 heure de temps, de parler de projet, programme, portefeuille. Le jeudi prochain, c'est très important, le cadre logique. Parce qu'après, tout le reste découle de ça. Voilà, le nom est un peu chose, mais si vous comprenez ça, tout le reste, ça va être facile pour vous. Donc, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Je vais répondre à certaines questions, mais je voudrais préciser que demain, je vais faire à 12 h 30 une communication pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. C'est-à-dire comment préparer son CV, n'est-ce pas, pour se donner les chances d'obtenir le poste qu'on cherche. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent. Il y a des gens qui sont très très brillants, mais qui partent toujours à côté. Voilà, parce que simplement, vous savez, le CV, c'est l'élément que tu poses, tu n'es pas là pour défendre. C'est le document qui parle pour toi, tu n'es pas là. Donc une fois que tu as raté ça, tu peux être très très bon, mais tu ne vas jamais arriver aux entretiens. Donc demain à 12 h 30, je ferai une communication sur ça. Donc je prends rapidement quelques questions. Je vais prendre quelques questions. Excusez-moi, donc je suis obligé d'aller sur mon ordinateur pour voir vos questions parce que l'autre, la caméra est un peu éloignée là. Alors, je vais prendre quelques questions. Bon, alors je vois qu'il y a effectivement eu beaucoup de ceux qui ont répondu à ma question sur le programme. Je vois rapidement s'il y a des questions. Alors, bon, il y a beaucoup de remerciements. Merci à vous aussi. Ok. Bon, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, moi, je ne vois pas de questions. Hein. Je vois des remerciements. Et puis, je vois ceux qui ont répondu à mes questions. Est-ce que vous avez des questions? Sauf si je n'avais pas vu. S'il n'y a pas de questions, ben, on va se dire au revoir. Je ne vois pas vraiment de questions. Je vois beaucoup de remerciements. Je vois les réponses que vous avez données. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, quelle est la différence? Monsieur Sylvie, quelle est la différence entre l'annexe technique et le rapport d'évaluation d'un projet? Alors, donc, M. Sylvie demande l'annexe, quelle est la différence entre l'annexe et le rapport d'évaluation d'un projet? Le rapport d'évaluation d'un projet, il a précisé avant le démarrage du projet. Quelquefois, on appelle ça le PAD, c'est-à-dire c'est le document d'évaluation du projet. Ce document-là, c'est le document qui sanctionne, si vous voulez, lorsqu'on a fini toute la préparation du projet, donc la conception. Je vous prends un cas simple, mais dans d'autres publications, je vais entrer dans les détails.
donc un gouvernement, ou même une ONG, parce que ce qu'on dit là, ça s'applique aux ONG. Une ONG veut élaborer, veut concevoir un projet parce qu'il veut un financement d'un bailleur, ou bien une mairie, ou bien un conseil provincial, un conseil régional, ainsi de suite, ainsi de suite, veut élaborer un projet et a besoin du financement. Un État a un projet, il cherche le financement d'un bailleur. Donc, à un moment donné, il y a les étapes de conception où le bailleur, celui qui a le projet intervient. Il y a aussi le bailleur qui intervient. Vous avez les différentes étapes. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante. C'est-à-dire, il y a l'évaluation post et il y a l'évaluation ex ante. Donc, quand on finit de faire toutes ces étapes-là, dont le document d'évaluation va dire, voici ce sur quoi on s'est mis d'accord. Le porteur du projet, qui peut être une ONG, une entreprise ou un État, et puis nous, le bailleur, ils se mettent d'accord en général sur quoi? Bien sûr, sur quel est l'objet même du projet. Quels sont les résultats attendus? Quels sont les indicateurs? Quels sont les coûts? Et quand on dit les coûts, c'est le coût global, mais il y a aussi ce qu'on appelle le cost tab. Donc, en fait, c'est le tableau des coûts. Et ce tableau des coûts, il n'est pas si détaillé que lorsqu'on fait le budget annuel, mais c'est un tableau de coûts un peu détaillé qui précise exactement ce qu'on va financer dans les grandes articulations. Et c'est dans ce même document, on va mettre en place une équipe de gestion qui comprend tant. Donc, si vous voulez, c'est un rapport qui va sceller, on va dire, l'étape de préparation du projet. C'est ça le PAD, qu'on appelle, qui est le rapport d'évaluation du projet, et qu'on appelle très souvent, vous entendez, le PAD. Maintenant, c'est à partir de ce PAD-là, n'est-ce pas, une fois qu'on a fait les négociations, une fois qu'on a signé l'accord de don, bien sûr, il y a plusieurs étapes, hein, comme je l'ai dit, on va entrer dans les détails après, parce que les étapes même où le document, où l'accord passe au bord du bailleur, il y a plusieurs étapes. Mais une fois que l'accord de don ou de prêt est signé, et que maintenant on doit mettre en vigueur, on va annexer une bonne partie du rapport d'évaluation. Parce que c'est sur ça qu'on s'est mis d'accord. Donc, si vous lisez cette partie-là, c'est une description du projet, vous allez voir que vous avez très souvent dit exactement qui va faire quoi, quels sont les résultats, même en termes d'indicateurs, dans le temps, voilà. Je ne sais pas si c'est clair, M. Sylvier. Mais si ce n'est pas clair, de toute façon, on va revenir là-dessus. Comme j'ai dit, on va voir les différentes étapes après du cycle de vie d'un projet. Alors après, M. Sylvier... Ah, il y avait beaucoup de questions, je ne savais pas. Combien c'est maintenant que c'est venu? Voilà, ok, donc... Voilà, donc il y a des bonnes questions, je vais en répondre. Est-ce qu'on peut avoir des programmes et des projets dans un même portefeuille? Abdul Kader Touré, oui, absolument. Dans le portefeuille, effectivement, par définition même, c'est projet et programme ensemble. Donc, si vous prenez un portefeuille, je vais dire quoi, n'importe quel portefeuille d'ailleurs, bailleur, vous allez voir qu'il y a des projets qui sont précis et puis il y a des programmes. Si vous prenez même, bon, j'ai failli dire un ministère, mais en général, si les ministères sont bien articulés, il y a d'abord des programmes et à l'intérieur des programmes, il y a des projets. Mais il arrive souvent qu'un projet soit en singleton, hein, il n'est pas dans un programme donné. Mais pour répondre à la question de M. Abdul Kader Touré, oui, un portefeuille, par définition même, c'est un ensemble de projets et programmes. N'est-ce pas? Donc, qui ont la particularité soit d'être financés par le même bailleur ou de se mettre en œuvre sur un même territoire. Donc, la réponse est oui. Alors, il y a un monsieur, mais son nom c'est en arabe. Bon, il a écrit sa question en français, mais lui, son nom en arabe, donc je ne sais pas. Donc, il dit pour un bailleur de fonds, est-ce qu'on peut se limiter à présenter un programme sans identifier les projets? Non, les bailleurs ne financent pas comme ça. Le bailleur, avant de dire OK, il veut savoir exactement dans les détails où on va, comment on va y arriver, et même à quel moment on doit faire les évaluations, les supervisions. Donc, un programme, c'est quand même rare, parce que même s'il doit financer un programme, mais vous allez voir que les négociations seront comme si c'était un projet en réalité. Vous avez le programme national de lutte contre le paludisme, par exemple, le programme contre la tuberculose, vous avez plusieurs programmes que les bailleurs financent, mais la discussion là, c'est le même timing, c'est la même démarche que quand c'est un projet. Il veut savoir à la fin là, quelle est la finalité.
comment est-ce qu'on saura qu'on atteint les résultats? Comment on va dépenser? Donc, en ce moment, on parlait des manuels de procédure, par exemple. Voilà. Monsieur cher Moussavik, le programme se définit par rapport à l'objet des différents projets, si j'ai bien compris. Mais est-ce que le portefeuille se définit par rapport au financement du programme? Bon, alors, cher Moussavik, donc effectivement, le programme se définit par rapport à l'objet. Pour qu'il soit simple dans votre esprit, c'est par rapport à l'objet. Maintenant, le portefeuille, dans le portefeuille, si vous prenez le portefeuille, c'est un regroupement pour pouvoir se retrouver. Si vous prenez un pays comme la Guinée, ou bien n'importe quel pays, hein, le Niger, dans chaque pays, on a au moins 100 à 200 projets financés par les bailleurs. À côté de ça, vous avez des projets qui sont financés par les ressources propres même des États. Parce que nos États financent beaucoup de projets aussi. Donc, vous voyez un ensemble de projets mis en place. Mais comment est-ce que, par exemple, on fait pour savoir les résultats qui sont atteints par les financements d'un bailleur donné? Si vous connaissez l'AFD. Donc, il faut qu'il y ait à un moment donné, on sache quel est l'ensemble du portefeuille et qu'on fasse une gestion de portefeuille pour dire voici ce à quoi le financement de tel bailleur a contribué. Donc, c'est pour ça qu'il y a un regroupement de portefeuille par sous de financement quand on est dans un État. Mais en même temps, comme je le dis, chaque bailleur aussi fait son regroupement, mais par pays. Par exemple, pour la BID, ils vont te parler de portefeuille tel pays, portefeuille tel pays, mais quelquefois aussi c'est un portefeuille régional. C'est-à-dire, ils vont vous dire, par exemple, pour la CEDEAO, le portefeuille CEDEAO, voilà, des pays CEDEAO. Donc, c'est vraiment un regroupement qui est fait. Cher, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Olivier de l'Eucharistie, il paraît qu'il faut tout faire pour finir l'argent mis à disposition par les bailleurs. Est-ce que cela permet de reconnaître si le projet a été bien conduit? Non. Toutes les questions là sont vraiment intéressantes. Il me dit, est-ce qu'il faut tout faire? Il paraît qu'il faut tout faire pour finir l'argent mis à la disposition des bailleurs. Non. Ce qu'il faut tout faire pour atteindre là, c'est le résultat du projet. C'est-à-dire, on te dit, il faut acheter, il faut construire 1000 classes. Hein, école primaire. Il faut construire 1000 classes sur un an. Avec, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je dis vraiment n'importe quoi, avec 1 milliard ou bien 12 milliards. Mais ce qu'on t'attend, c'est d'atteindre les résultats avec la qualité avant le temps. Mais tu n'es pas obligé de tout dépenser. Non. Parce que si tu as été performant, que tu as atteint le résultat, ce serait bon pour ton équipe. Ils vont t'en ajouter. Pour ceux qui sont chrétiens, on dit quand tu es fidèle dans des petites choses, on t'en donnera de plus grandes. Donc, tu fais tout, ton souci ne doit pas être d'utiliser l'argent du bailleur. Non. Ton souci, c'est d'atteindre les résultats dans le temps qui t'a été imparti en respectant les procédures. En respectant les procédures, il y a les procédures de gestion administrative, gestion comptable, financière, budgétaire, préparation des marchés, suivi, évaluation, en respectant les procédures. Donc, Olivier de l'Eucharistie, donc, il ne faut pas tout faire pour finir l'argent du bailleur. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que si tu atteins les résultats, cet argent-là, ton pays peut le réaffecter dans un autre projet. Ou alors, on peut t'envoyer un autre financement complémentaire. Ça, c'est un. De deux, ton bailleur sera tellement content que toi-même, tu ne vas plus jamais chômer. Ils vont te prendre pour te mettre sur un autre projet. Voilà, moi, je sais de quoi je parle. C'est des choses qu'on a eu à vivre. Alors, comment évaluer un projet, Monsieur Mathieu? On verra, il y aura des sessions spécifiques sur le suivi et évaluation. La vidéo qu'on a publiée le lundi dernier et ce qu'on a fait le lundi, c'est-à-dire c'est pour présenter le métier lui-même. C'est pas pour... La dernière fois, on a vu c'est quoi le métier de suivi et évaluation. Et on a dit ce qu'il doit faire, mais on n'a pas dit comment il doit faire. Voilà, ça c'est des formations spécifiques. Donc, comment évaluer un projet? On va entrer dans les détails. Bon, mon ami, un autre d'un pays arabe certainement. Donc, il dit pour un bailleur de fonds, est-ce qu'on peut se limiter à présenter un programme sans identifier quoi? Sans identifier les projets. Alors, vous savez, je vous dis, je fais, bon, c'est pas une révélation. Ce que je suis en train de vous dire, ce qui est normal, ce qui est bien. Mais quelquefois, il y a des confusions. Hein? Voilà, quelquefois, il y a des confusions. On peut dire, non, on est en train de négocier un projet alors qu'en réalité, c'est un programme. Quelquefois, on est en train de dire, non, on est sur un programme alors que c'est un projet.
Voilà. Mais si on veut rester vraiment de façon stricto sensu dans ce qui est normal, un programme et un ensemble de projets. Je vais prendre 2 ou 3 autres. Bon, bien, je vais répondre. Vraiment, il faut que je réponde à vos questions. C'est pour ça aussi que nous sommes là. Bon, comment Michael a revenu sa question? Quelle est la différence entre portefeuille et programme? Papousso John. Bon, j'ai répondu à ça. Hein. Après, il faudra revenir sur la vidéo. On a vu la différence entre projet, entre portefeuille et programme. Ok, ensuite, d'autres questions. Bon. Je voudrais savoir. Alors, Papousso, je voudrais savoir si un sous-préfet peut initier un projet financé par les bailleurs. Un sous-préfet, il fait partie de l'administration du territoire. Il est un représentant, on va dire, du gouvernement, du chef de l'État là-bas. Il est l'autorité sur l'administration déconcentrée. Il n'a pas de personnalité morale. C'est-à-dire, il ne peut pas lui-même engager la sous-préfecture. Non. Par contre, si vous êtes maire, vous êtes président de conseil régional, vous êtes gouverneur de province, vous avez une personnalité morale. Vous pouvez élaborer effectivement un projet. Et puis, il y a la démarche, n'est-ce pas, pour solliciter maintenant le financement des bailleurs. Quand je dis bailleurs, il y a les bailleurs bilatéraux, il y a les bailleurs multilatéraux. Les bilatéraux, c'est par exemple les pays comme les États-Unis, la France, vous avez le Danemark, Norvège, vous avez beaucoup de pays comme ça qui financent quelquefois des petits projets de 2 milliards, 5 milliards, ainsi de suite. Voilà. Donc, le sous-préfet lui-même ne peut pas, même le préfet ne peut pas concevoir un projet parce qu'il n'a pas de personnalité morale. Par contre, un maire, oui. Un président de conseil régional, oui. Un gouverneur de district, oui. Bien sûr, un directeur général de société d'État, oui. Même un directeur général de DPN, établissement public national, oui. D'ailleurs, les maires et les conseils régionaux, que d'attendre, n'est-ce pas, les subventions seulement de l'État, ils peuvent élaborer des bons projets et puis bien sûr solliciter le financement, soit auprès d'un bailleur multilatéral ou bien bailleur bilatéral. Voilà, je les encourage d'ailleurs à cela. Alors, merci. Alors, Blandine Quadio, qui est habilité à gérer le portefeuille, étant donné que cela n'a rien à voir avec l'action d'un projet. Très bien. Alors, en général, il y a une gestion des portefeuilles. Je vais prendre encore le cas de la Côte d'Ivoire et le portefeuille Banque mondiale. Même le portefeuille AFD. Voilà. En Côte d'Ivoire, vous avez le portefeuille Banque mondiale. Et comme c'est un ensemble de projets dans plusieurs ministères, dans plusieurs secteurs, quelquefois le financement va jusqu'à plus de 500 milliards de francs CFA. Donc, pour parler en dollars, 1000 millions, c'est ça, 1000 millions de dollars. J'espère que je ne me trompe pas là. 500 milliards de francs CFA. Et donc, et comme ce sont des dons et des prêts faits au gouvernement de Côte d'Ivoire, ou bien au gouvernement du Burkina, ou bien de la Mauritanie, il est bon qu'on sache quels sont les résultats projet par projet, et puis quels sont les résultats de l'ensemble du portefeuille. C'est pour cela que les ministères qui sont les bénéficiaires, qui représentent le gouvernement en Côte d'Ivoire, pour le portefeuille Banque mondiale, c'est le ministère de l'économie et des finances, qui représente le gouvernement ivoirien. Pour le portefeuille BAD, c'est-à-dire les financements BAD, c'est le ministère du plan et développement. Donc, vous voyez que de plus en plus, on va commencer à parler technique. Hein. Là, maintenant, je peux parler de portefeuille, parce que vous savez ce que c'est. D'accord? Et les portefeuilles arabes, BID, BADIA et autres, effectivement, c'est le ministère du plan et développement. Donc, pour répondre à votre question, ces ministères qui sont responsables donc, des portefeuilles mettent en place une coordination des portefeuilles. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a une équipe de coordination du portefeuille. Voilà, qui était dirigée par, Pépé à son âme, il vient de décéder d'ailleurs. Mais il y a cette coordination qui existe. C'est la même chose qui existe au niveau de la BAD, coordonnée par M. Sissé Aboubakar, je crois. Il y a effectivement une coordination du portefeuille BAD. Si vous prenez les financements AFD, dans le cas du CDD, il y a une gestion de coordination qui est faite par le secrétariat technique du CDD.
Donc, à l'intérieur, vous avez des projets qui se mettent en œuvre par des chefs de projet qu'on appelle des coordonnateurs de projet avec leurs équipes. Mais il y a aussi une gestion de portefeuille. Donc, Blandine, j'espère que j'ai répondu. Ok. Comment mettre en place stratégie? Pourquoi? Le financement par... Alors, monsieur Séraphin, oula, excusez. Les financements par les bailleurs sont-ils des dons ou des prêts? Il y a les deux. Vous avez, tantôt c'est des dons, tantôt c'est des prêts. Et dans le même portefeuille, vous avez des dons comme des prêts. Voilà. Je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, le financement PGDEC. Bon, je vais prendre voilà, le projet que moi j'ai contribué à mettre en place. Le PGDEC en 2012, lorsqu'on l'a lancé, c'est un don. Je crois qu'on a eu après 2 financements. Je pense que ah ok, M. Afali Konan, qui est la cellule de coordination du portefeuille BAD, il me dit qu'il est connecté. Bienvenue. Donc, après, ça peut être un prêt. Voilà, donc pour répondre à votre question, hein, M. Séraphin Elmous, les financements bailleurs, ça peut être des dons, ça peut être des prêts. Donc, tout dépend. Il y a des dons qui peuvent être de gros montants, hein, de 50 millions de dollars par exemple, qu'on avait eu sur le PGDEC. Il y a beaucoup de secteurs qui sont financés avec des dons, mais après vous avez des prêts, vous avez des crédits. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Tout dépend des négociations entre le gouvernement et le bailleur. Alors, une formation pour la création d'ONG. Alors, M. Afali. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Alors, M. Allegra, comment faire pour une ONG, pour ne pas se chevaucher à les projets de l'État? Il dit, quand on a une ONG, comment faire pour ne pas se chevaucher à les projets de l'État? Quand on a une ONG, le conseil que je donne en général aux responsables d'ONG, tout comme aux maires et aux conseils régionaux, ce n'est pas se contenter de la subvention de l'État. Pour les ONG, une ONG ne peut pas prospérer à les cotisations de ses membres. D'ailleurs, dès lors qu'ils commencent à mettre la pression sur les gens pour payer leurs cotisations, ils disparaissent. Les ONG qui ont prospéré, vous avez des ONG aujourd'hui qui sont plus grandes que les grandes entreprises. Vous avez CARE, par exemple, c'est une ONG, mais qui est dans le monde entier aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est de concevoir des projets et puis chercher les financements. Mais donc, maintenant, pour répondre à votre question, justement, une ONG doit savoir quelles sont les priorités de l'État dans lequel il veut exercer. Si vous êtes dans un domaine humanitaire, vous êtes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la solidarité, de la lutte contre les violences faites aux femmes, voilà, vous devez savoir quelles sont les priorités de l'État. Parce que quand vous allez concevoir un projet, pour aller voir un bailleur, le bailleur va voir est-ce que c'est aligné sur les priorités de l'État. Si ce n'est pas aligné sur les priorités de l'État, il va vous dire, mais monsieur, ça ne concourt pas, n'est-ce pas, à l'atteinte des résultats pays. Donc, une ONG, je vous exhorte d'ailleurs à concevoir des projets, il y a toute une démarche. Mais vous allez voir dans les prochaines capsules, là, enfin des vidéos, quand on va parler de la conception, de la préparation du projet, je vous dirai comment faire. Mais une ONG doit pouvoir travailler sur un segment donné et puis le résultat qu'il atteint doit concourir à l'atteinte des résultats même du projet. Parce qu'un projet, c'est pour satisfaire des besoins, n'est-ce pas, du pays. Voilà, j'espère que ça c'est clair pour vous. Oula, M. Youssouf Meroui, c'est quoi un manuel de procédure et dans quel on a... Bon, un manuel de procédure, tout ça, ne vous en faites pas, on va venir sur tout ça. Mais vous voyez, on ne peut pas tout faire en 1 heure. Un manuel de procédure, donc c'est un document. D'abord, il y a le manuel d'exécution, il y a le manuel de procédure, il y a le manuel de planification sur évaluation. Le manuel, rapidement, hein, le manuel d'exécution, c'est le manuel qui va décrire, même ce manuel, on peut le subdiviser. Il y a le manuel général, et puis on fait des manuels par composant. Donc, je prends un exemple simple. Le projet, je vais prendre quel projet? Bon, prenons le cas du projet sur lequel je suis actuellement. Donc, le projet, c'est un projet, le projet c'est l'éducation, financé par l'AFD. Donc, le manuel d'exécution doit pouvoir décrire comment est-ce que, c'est-à-dire quelles sont les grandes articulations, donc les composantes, et puis comment est-ce que par composante, on atteint les résultats. Qui fait quoi? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? D'accord? Donc, si vous avez 3 composantes, on doit pouvoir décrire
qui fait quoi dans les grandes lignes, en matière de planification, en matière de gestion. Donc ça, c'est des grandes lignes. Maintenant, sur la base de ce manuel-là d'exécution, on doit faire des manuels spécifiques. Souvent, on fait même des manuels composant par composant. Mais on doit surtout faire le manuel de procédures administratives, comptables et financières. C'est le document dans lequel on décrit comment est-ce que, par exemple, on fait pour faire le recrutement, comment est-ce qu'on paye les salaires, comment est-ce qu'on paye les fournisseurs, et avant tout ça même, comment on recrute les fournisseurs, comment on fait la passation du marché, comment on fait l'audit, comment on passe la comptabilité. Donc c'est un document souvent volumineux, mais qui est vraiment bien détaillé. Et puis c'est pas de la grande littérature, mais il y a des tableaux où on précise qui fait quoi et avec à quel moment, et puis avec quel support. Donc c'est ça le manuel de procédure. Donc il faut faire la différence entre le manuel opérationnel, qui est souvent le manuel d'exécution, et le manuel de procédure. Donc à côté du manuel de procédure, vous devez, je ne dirais pas vous devez avoir un manuel de planification et suivi évaluation dans lequel on va décrire tout le système de planification, tout le dispositif, qui fait quoi, à quel moment, comment on va collecter les informations, comment on va les traiter, qui va les collecter, qui va les traiter, à quel moment on rend compte sur la base de rapport. Voilà. Mais ça va être long vraiment d'expliquer tout ça aujourd'hui. Je voudrais encore vous rassurer, on ne fait que commencer, même si on doit faire des mois là-dessus, on se verra tous les jeudis pour des formations approfondies comme ça. Maintenant, les autres jours, comme je l'ai dit, il y a le lundi pour les métiers, le vendredi, c'est journée open. On parle de tout ce que vous voulez, mais bien sûr, avec le temps, vous allez voir vraiment des cas pratiques. Là, on a parlé de planification. Je pourrais vous montrer de façon concrète comment on le fait. Alors, quelqu'un demande où se trouvent les priorités de l'État. Les priorités de l'État, c'est le PND, Programme national de développement. Tous les pays ont ça. Demandez au ministère du plan et développement de votre pays. Voilà, tous les pays ont ça. Le ministère du plan et développement, vous allez voir les priorités de l'État, vous allez voir les objectifs de l'État, et puis en annexe, vous avez les projets. D'accord? Et même ministère par ministère, peut-être même c'est trop long. N'allez même pas prendre le PND, ou risquez de vous perdre. Si vous êtes au niveau de la santé, parce que les ONG, c'est soit santé, soit l'éducation, ou bien les questions de famille, femmes, enfants. Voilà. Vous prenez le ministère, vous demandez au ministère son plan de développement, voilà, ou bien son programme, voilà, son programme quinquennal, par exemple. Donc, ils vont vous donner, et vous saurez exactement, dans ce domaine-là, qu'est-ce que moi, en tant que ONG, je peux faire. Je peux répondre à quel besoin. Voilà. Quel résultat je peux chercher à atteindre. Ok. Bon, je pense que dans 5 minutes, on va arrêter. Il y a beaucoup de questions. En tant qu'entreprise, comment faire pour exécuter les projets avec votre cabinet? Où vous voulez exécuter les projets avec mon cabinet? Je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. En tant qu'entreprise, comment faire pour exécuter les projets avec votre cabinet? Bon, je comprends ça de deux façons. C'est-à-dire, vous en tant qu'entreprise, comment avoir des marchés sur les projets que j'exécute. Sur les projets, vraiment, ce n'est pas compliqué pour les entreprises. Alors, je dirais que ce n'est pas compliqué, mais il faut savoir comment faire. Parce qu'il y a les procédures de préparation des marchés. Donc, il faut savoir comment monter ton dossier par rapport à ton secteur. Parce qu'avant de faire des consultations, qu'elles soient récentes ou ouvertes, il y a des dossiers de consultation. Ça peut être le dossier d'appel d'offres ouvert ou restreint. Ça peut être la demande de proposition. Il y a un document. Donc, il faut savoir comment monter ton dossier. Et puis, il faut savoir quelles sont les différentes étapes. Je peux vous donner une assurance, en tout cas pour les projets sur lesquels j'ai eu à travailler et que je connais pour l'ensemble. Les procédures sont tellement surveillées par les bailleurs que c'est difficile pour ceux-mêmes qui mettent en œuvre, qui partent des marchés, de tricher. Sauf vraiment, il y a des gens qui sont très courageux. Hein. Mais moi, je n'ai pas ce courage en fait. Voilà, de tricher, parce que après, on va forcément t'attraper. Donc, si c'est pour avoir des marchés, la démarche est simple. Très souvent, c'est publié dans le journal des grands tirages. Quand c'est des appels d'offres ouverts, c'est toujours publié. Voilà. Maintenant, si vous voulez participer par exemple à des consultations restreintes, c'est-à-dire qu'il faut être dans la base de données de la structure qui gère le projet. C'est pour ça qu'il faut faire les demandes d'agrément en précisant les domaines précis dans lesquels votre entreprise travaille. Mais de grâce, ne soyez pas dans le genre, je fais tout. Voilà. Il y a des gens qui font tout, quoi, sauf vendre la tête des hommes. Non. Parce que quand on dit que vous faites tout, en réalité, vous ne faites rien. On ne sait pas où placer. Tu es dans les équipements informatiques, tu es dans l'informatique. Tu peux dire informatique et divers.
les constructions de routes, tu peux dire construction de routes et divers. Mais il ne faut pas dire dans divers, là, dans construction de routes, il y a aussi équipement informatique. Ce sont deux marchés économiques différents. Donc, quand c'est comme ça, on ne sait pas où te placer. Donc, on ne va jamais te consulter. Voilà. Alors, donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vais donc vous remercier et puis vous pourrez toujours passer en revue la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez aussi publier, enfin partager à vos amis qui peuvent être intéressés. Demain, rendez-vous 12h30 pour ceux qui cherchent du travail. C'est-à-dire ceux qui veulent, qui sont dans les entreprises ou bien dans l'administration ou bien même sur des projets, qui veulent postuler ailleurs. Je vais vous dire comment réussir votre CV pour vous donner le maximum de chances. Pour ceux qui sortent de l'école, qui cherchent travail, il faut venir. J'ai l'habitude de dire, quand on est chômeur, quand on ne travaille pas, son travail c'est de chercher du travail. Ce n'est pas d'aller sur Facebook. Bon, Facebook c'est bien, hein, puis c'est par là qu'on est en train de communiquer. Mais sortez dans les commentaires, vous perdez votre temps, ça ne vous apporte rien, ni dans le présent, ni dans le futur. Je ne sais pas, franchement, vous pouvez le faire quand vous êtes vraiment, vous n'avez rien à faire. Mais je vous dis, quand on cherche travail là, ton travail c'est de chercher du travail. Donc il faut savoir comment on monte. Donc demain 12h30, je vais faire une publication tout à l'heure, ou même demain matin, pour partager le maximum, pour que demain à 12h30 on peut le faire. C'était prévu pour 16h, mais comme je le dis, j'aurai une réunion demain à l'AFD à 15h. Je suis obligé d'y être, parce que je suis le coordinateur d'un projet, pour l'instant. Donc je suis obligé d'être là-bas, c'est une réunion avec le bailleur. Donc en général, si j'ai une réunion à la primature, avec un ministère, avec le bailleur, ben, je vais y aller, mais je vous dirai l'heure à laquelle on fait. Donc demain, ça va être 12h30. Merci à tous, pour ne pas être trop long. Merci à tous. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain pour un métier donné. J'hésite entre gestionnaire financier, spécial en gestion financière ou bien spécial en communication. Donc ça va être le lundi. Le jeudi prochain à 16h, le cadre logique. Mais déjà ce vendredi là, donc les CV. Et puis l'autre vendredi, ça va être l'entretien. Comment réussir l'entretien. J'ai vu des gens très très brillants. Très très bon, c'est-à-dire avant d'arriver, quand tu lis son CV, tu dis voici le gars que je veux, ou bien la dame que je veux. Mais à l'entretien, elle vient tout gâter. Donc on verra aussi comment ne pas se torpiller soi-même. Il y a beaucoup de choses qu'on mène sur les sorciers, mais bon, souvent c'est nous-mêmes. Bye bye, on va dire à demain, midi 30. Que Dieu vous bénisse. Alors...